Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah bonsoir, tu préfères bonsoir. Ah j'adore bonsoir, moi tu le sais bonsoir très bien. alors. Tu vas bien Robin? Ça va et toi Jean? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Et aujourd'hui on reçoit Mathilde Calac, bonjour. Bonsoir les gars, Ça va bien? super. Juste avant qu'on commence cet épisode, on voulait faire une petite aparté pour vous dire qu'on avait fait une sacrée pause pendant un petit aparté. Oh tu trouves? Alors on a Robin de l'Écluse autour de la table qui me fait, alors on dit pas une, on dit un. Donc déjà ça a commencé à me péter. Insupportable. Tu fais une thèse en orthographe ou pas? Et il a pas de micro, du coup il peut pas parler. Bon, on a fait une petite pause cet été pour plusieurs raisons dont vous apprendrez plus tard. Mais voilà, on avait des trucs à faire de notre côté. Et donc on reprend les enregistrements. Ouais. Et on voulait vous dire que là, du coup, cet épisode est enregistré fin octobre. On est le 23 octobre. 23 octobre. Voilà, donc il sera diffusé à la suite. Et ensuite, on vous diffusera d'autres épisodes qu'on avait enregistrés avant l'été. Donc voilà, petit aparté pour vous dire qu'on avait des choses à faire et qu'on reprend gentiment les enregistrements et les diffusions. Ouais, et on est gay content, ça fait. Je suis très Il y a content. plein d'épisodes que qui me tardent trop de Ouais. diffuser. Mais aussi aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier Très particulier. parce qu'on n'enregistre pas à Bordeaux. Et on enregistre où? À Paris. Paris mon La petit pote, classe. la Sorbonne. La Sorbonne. Qui aurait cru que j'aurais mis les pieds à la Sorbonne? Pas moi. Non voilà. Du coup voilà, on est très content de te recevoir Marie. Mathilde, oh là Mathilde. là, ça sera coupé. Salut. Je la refais. Marie. Voilà, et donc du coup on est très content de te recevoir Mathilde pour cette thèse en musicologie. Tu Oui, peux ça pas qu'on dit savoir comment je suis ravi. C'est de faire musicologie ça. qu'on dit? C'est moi je dis musicologie de la performance. Oh là. Voilà. Aïe. Tu nous détailleras ça juste Ouais, dans après. les sciences de la performance appliquées en musicologie. Ok, on va détailler ça après alors. Et donc du coup tu viens nous voir pour une thèse sur la métacognition et le numérique, optimiser les stratégies d'apprentissage chez le musicien expert, enfin chez les musiciens experts. Ouais. Waouh. C'est presque clair dans le titre, mais je sens que ça va être très compliqué par la suite, comme d'habitude. Mais déjà il y a la métacognition. La métacognition, c'est... Alors justement, je me disais que j'avais plus tout à fait la définition correcte, mais Personne c'est t'en voudra. la façon dont on apprend et quel regard on a sur la façon dont on apprend pour mieux apprendre. Donc c'est J'essaye de... mieux apprendre quoi. Ok. Ouais, c'est comment j'apprends, comment je sais apprendre et comment je peux mieux apprendre. Ok, Je crois. Je pense. ok, on va te faire confiance. Ouais. Et du coup vis-à-vis des experts en fait. Ouais. Parce que, alors on avait reçu quelqu'un pour une thèse sur l'apprentissage des experts sur le badminton. Ouais, je me souviens, ouais. Les Tu as badistes. écouté, c'est les Ouais, badistes. je l'ai écouté. Et en fait, elle disait que pour n'importe quel apprentissage, chez les experts, c'était très compliqué d'apprendre des nouvelles choses ou de corriger des fautes chez les experts. C'est la même chose en musique du coup? Alors, en fait, j'ai pas vraiment de littérature sur les experts en musique. Mais par contre, on a une grosse littérature chez les experts, les grands maîtres d'échecs. Oh. Et en fait, tu as un courant de la psychologie, c'est la psychologie de l'expertise. Enfin, je sais pas si vraiment on peut appeler ça un courant, mais en tout cas, moi, là où je me suis renseignée, c'est qu'en fait, pour l'anecdote, c'est un type qui s'appelle Adrien de Groot, qui était psychologue, et en fait, qui à côté faisait des échecs. Et donc, ils sont partis, alors je n'ai plus la date, je suis désolée, ils sont partis, pas en congrès, mais en compétition internationale d'échecs. Et donc, du coup, il y avait un certain nombre d'experts, en fait, sur le bateau, parce que c'était à l'époque, c'était sur un bateau. Et en fait, du coup, il a demandé, en fait, aux experts de réaliser un certain nombre de choses pour comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils apprenaient, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, les experts. Puisqu'ils sont experts, comment ils apprennent mieux. Puisqu'ils sont experts, ça veut dire peut-être qu'ils apprennent mieux. Comment ça se passe dans leur mémoire à court terme, leur mémoire de travail, leur mémoire à long terme. Est-ce qu'on peut parler de mémoire de travail à long terme? Et voilà, c'est ça qui m'intéressait chez les experts, parce qu'on a tous, dans notre mémoire à court terme, une capacité assez réduite de stockage d'informations. Mais finalement, chez les experts qui sont des grands maîtres d'échecs, en fait, en faisant des expériences avec des tableaux d'échecs, là, pardon, excusez-moi, je n'ai pas le mot. Des échiquiers. Merci, les échiquiers. Parce qu'en plus, comme tout est en anglais, du coup, je switch toujours entre l'anglais et Oh, le tu français. peux parler anglais. The chess player first. Ouais. Ça doit pas être ça. Et en fait, voilà, du coup, ils ont observé combien de pièces ils pouvaient apprendre, combien de mouvements, et ça a fait pas mal de théories. La théorie dont je me suis pas mal servi l'année dernière, c'est la théorie des chunks. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un type qui s'appelle Carl Anders Ericsson qui est décédé quand j'ai voulu le contacter, quelques jours Alors après. ne la contactez pas.
Ne faites pas un truc en rapport avec son travail. Voilà. Du coup, lui, il a refait une expérience en 93 dans une haute école de musique qui s'appelle une Hochschule für Musik. Enfin, c'était la UDK à Berlin, Universität der Kunst. Et en fait, ça prend vachement bien l'allemand, sympa. Et du coup, ils ont fait une expérience pour comprendre un petit peu avec des niveaux d'expertise chez les violonistes. Et ils ont fait 5 groupes de 10 violonistes et avec des niveaux différents pour voir en fait comment, avec leur expertise, comment est-ce qu'il y avait des choses qui changeaient au niveau de leur habitude de travail. Et effectivement, il en est sorti une théorie qui s'appelle la deliberate practice, qui est donc en français la pratique délibérée. C'est pas extraordinaire comme traduction. Et en fait, voilà, ça a mis en avant un certain nombre de choses. Et puis maintenant, la pratique délibérée, elle a été remise en question par un certain nombre d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que à partir d'un certain nombre d'années, on dit 10 ans à peu près, mais ça dépend des métiers. Je crois chez les chercheurs, c'est 20 ans. Pour être expert, c'est ça pour être expert, voilà. En fait, il faut un certain nombre d'années de pratique. Mais bien entendu, une pratique, pas n'importe laquelle non plus. Ouais. Mais ça veut dire qu'on peut commencer à atteindre un certain niveau et donc un niveau d'expertise. Et en fait, du coup, là, il fallait quand même transposer un peu ce que j'entends par musicien expert. Et donc, du coup, on peut dire que quand on commence l'instrument à 5 ans, on dit qu'à partir de 15 ans, ou même avant, moi, quand j'étais petite, à partir de mes 12 ans, je travaillais 4 heures par jour, avec l'école en plus. Mais parce que aussi, ça faisait partie de l'ambiance familiale, on va dire. Et puis, dans ces âges-là, on rentre dans des conservatoires régionaux. Donc, ça veut dire qu'on a une pratique, on a un niveau. Et puis ensuite, on est habilité, à passer des concours. On rentre dans des conservatoires supérieurs, etc. Donc, pour moi, en tout cas, même si je ne peux pas le prouver statistiquement parlant, mais on a travaillé quand même suffisamment. Et tous les jours, plus ou moins, un certain nombre d'heures, on a acquis un certain nombre de connaissances au niveau du répertoire. Donc voilà, donc en fait, je trouve que vers les 20 ans, on est rentré dans un établissement supérieur, soit en France, soit en Allemagne, soit en Angleterre, aux États-Unis, voilà. Et là, on commence vraiment à un bon niveau d'expertise. Voilà. Mais du coup, quel est le but, en fait, le problème, le sujet de ta thèse par rapport à ces experts? Alors du coup, en fait... Tu essaies de savoir comment ils apprennent plus facilement? Non, alors en fait... l'année dernière, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode ACP, qui veut dire analyser, consolider, perfectionner. Et en fait, en tant que... moi, je suis violoniste, avant, je travaillais dans un orchestre de province, en tant que vacataire, mais quand même. Et en fait, même quand on est étudiant expert en musique, étudiant expert, et même expert dans un orchestre avec des responsabilités, professeur, etc., en fait, d'un côté, il y a la vie des musiciens experts. De l'autre côté, il y a les chercheurs qui écrivent sur le travail des musiciens experts. Et puis au milieu, il y a un vide. Il y a un fossé, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible, en tout cas, on est dans un conservatoire supérieur, entendre parler de la pratique délibérée, entendre parler de stratégie de travail au quotidien, sauf si on est à Londres, parce qu'au Royal College of Music de Londres, ils ont le département en fait, de recherche associé sur les sciences de la performance, et clairement, il n'y a rien. En fait, j'exagère un peu, mais en vrai, sauf en Australie, peut-être en Norvège, parce que c'est là qu'il y a des pôles qui sont hyper dynamiques sur les sciences de la performance appliquées à la musique. Sinon, il n'y a rien. En France, tu veux dire qu'en France, il n'y a pas de sciences en France, de la et moi j'étudie en Allemagne. Même Ok. en Allemagne, en fait, là-bas, il y a des... les cas les plus courants, c'est quand on entend parler de la question d'anxiété de performance, par exemple. En fait, il y a plein de recherches, il y a plein d'études qui sont faites, et en fait, les musiciens n'ont pas accès à ça. Comment se fait-il que les musiciens, ils n'aient pas accès à ça, ils n'aient pas accès à... en fait, il y a tel chercheur, en 2007, il a publié dans tel bouquin que si tu veux travailler tes stratégies d'apprentissage au quotidien, tu vas faire ça et ça et ça. Et en fait, ça peut marcher, quoi. Donc c'est pour aider les experts. Voilà, exactement. Et en Ok. fait, la méthode ACP, c'était résoudre des problèmes. En fait, je prends mon violon, j'essaye de régler un truc, ça passe pas. Et en fait, moi, je propose, grâce à la psychologie de l'expertise, à la psychologie cognitive et aux sciences de la performance, je propose des petits exercices, des petits cheminements cognitifs pour permettre de mieux travailler au quotidien, mais sur des choses très, très concrètes et très précises. Donc, j'ai fait une étude pilote qui a bien fonctionné chez les très grands experts qui sont déjà en poste et tout. Et donc, du coup, par la suite, on s'est dit, puisque voilà, on peut utiliser cette méthode pour un répertoire normal, il s'est trouvé que dans l'étude, il y a un altiste qui s'appelle Ralph,
qui a pris une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Georg Ligeti. Et c'est une œuvre contemporaine. Et donc, du coup, c'est pas du tout le langage musical qu'on peut retrouver chez Mozart, par exemple, un truc hyper structuré, machin et tout. Là, au contraire, c'est une musique un peu nouvelle. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'avec ma méthode ACP, c'était pas compatible. Donc, ça m'a fait chier, très honnêtement. Au début, j'ai pas trouvé ça cool, parce qu'il m'a appelé, il était très enthousiaste et tout. Et puis, finalement, il a commencé, il m'a dit, écoute, Mathilde, ton cheminement cognitif consolidé, ça le fait pas, quoi. Je peux pas répéter, machin, plus de 3 fois. Il faut absolument vraiment que là, j'y aille à fond. J'ai besoin de répéter, etc. Et en fait, du coup, ça a été un peu le point de départ de me dire, en fait, ma méthode, elle a des limites. Et c'est en fait, finalement, c'est une très bonne nouvelle. Pas sur le coup, mais après. Oui, c'est ça, quand on a un peu de recul. Et en fait, à ce moment-là, on m'a proposé de postuler pour l'offre d'emploi pour laquelle j'ai eu ce contrat doctoral. Ok. Où là, en fait, ma thèse elle s'inscrit dans un cadre de recherche qui s'appelle le projet NOAM. Alors, j'ai plus le titre en tête, optimisation des apprentissages musicaux, le numérique et l'optimisation des apprentissages musicaux, voilà. Okay. Et qui est en fait à l'IREMUS, qui est mon laboratoire numéro 1, on va dire, parce que mon premier directeur de thèse est affilié à ce laboratoire. Et donc là, c'est en fait utiliser le numérique pour rendre un apprentissage musical plus facile. Et voilà. est-ce que ça va être un apprentissage aussi qui pourra être utile chez les non-experts ou pas du tout ? Alors, pour le moment, non. En tout cas, me concernant dans le sujet de ma thèse, non, puisque moi, il est vraiment dédié sur les musiciens experts. Donc, ne vous inquiétez pas, j'y viens. C'est un peu long, mais je préfère bien détailler les choses. Et donc, du coup, en fait, là, il y avait une contrainte dans cet appel d'offres. C'était, il faut pas que ce soit une optimisation d'apprentissage autour de la pratique de l'instrument. Or, moi, ma méthode ACP, pourtant qui est une optimisation de l'apprentissage musical, c'était quand même la pratique de l'instrument. Ou en tout cas, c'était une pratique mentale, stratégique, appliquée à un travail instrumental. Et c'est une application ? C'est un travail sur un ordinateur ? Ça va participer à l'application, notamment, après. Sur téléphone, du coup Ouais, c'est en fait sur tablette, quoi. Okay, honnêtement, tablette, téléphone, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est très intéressant quand on a... Moi, j'ai vraiment une chance, c'est que j'ai un très bon... J'avais un très bon directeur de recherche en Master 2 qui est devenu mon deuxième directeur de thèse. Okay. Et du coup, en fait, il est en psychologie. Donc là, en fait, c'est hyper carré, quoi. C'est très cadré, les interviews de terrain. Avant, j'en ai fait 2. Et du coup, j'ai bien vu, en fait, en pratiquant une étude pilote, que en fait, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui font tout sur papier, il y a des gens qui laissent des messages WhatsApp pour répondre à ton interview. Ceux qui ont participé à l'étude pilote. Okay, ouais, j'ai fait ça avec une vingtaine de musiciens experts. Ouais. Ok, voilà. super. Voilà. Et donc, du coup, il a fallu que j'adapte, en fait, mon mode de réflexion à l'optimisation d'un apprentissage auditif. Et en fait, il existe beaucoup d'applications déjà pour apprendre le solfège. Ça existe, hein, voilà. Mais c'est toujours chez des commençants. Et en fait, là, l'idée, c'est qu'en musique, vous avez la question, tu imagines pour un violon, tu dis, tu poses le doigt, ça peut être un peu faux, etc. Voilà, le problème de l'intonation. Ouais. Le problème de l'intonation, et en fait, là, du coup, là, c'était se dire, je vais permettre aux musiciens experts, en fait, de progresser dans leur conception d'intonation. Et on pense en termes de ton, en termes de demi-ton. Et en fait, c'est l'histoire d'échelle et puis de division des sons. C'est très compliqué parce qu'il y a des histoires de tempérament et de non-tempérament. Je ne vais pas vous embrouiller là-dessus, ça ne sert à rien. Les musiciens experts se régalent en tout cas. Voilà. Alors, et là, en tout cas, c'était leur optimiser l'apprentissage du quart de ton. Donc la moitié du demi-ton, quart de ton. Voilà. Et ça, c'est un truc très spécifique aux cordes comme le violon. Eh bien, c'est tout à fait ça, Robin. Tu as tout à fait compris. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait... Moi, je fais du piano et de la guitare, donc je t'avoue que le demi-ton, ça me suffit largement. On a commencé à me dire, ouais, bémol, non. Alors, en fait, effectivement, les instruments à cordes... En fait, du coup, l'utilisation du quart de ton... ça signifie en fait que je vais devoir relier ma thèse à un type de composition, enfin un courant musical qui s'appelle la musique spectrale. Voilà, et cette musique spectrale, c'est un courant, le courant rattaché à la question des quarts de ton, c'est tout ce qui est de la microtonalité. Et donc là, pour le coup, je suis obligée de préciser et d'être vraiment sur un type de musique, la musique spectrale. Et donc, c'est pas une musique qui est facile à lire, c'est pas une musique qui est facile à entendre, etc. Donc là, je me suis dit, ok, quart de ton, génial. Et quand j'ai commencé ma thèse, il y a 1 mois et demi, on s'est mis d'accord sur le courant de la musique spectrale pour se concentrer là-dessus.
Et voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'au départ, une application qui devait optimiser une question d'intonation, là en fait, c'est en train de devenir une application très globale, puisque ça va permettre en fait de, toujours dans une philosophie un peu de cheminement cognitif, de permettre aux musiciens experts d'aborder un langage qu'il ne connaît pas, qui est le langage de la musique spectrale, donc qui comprend la notion du quart de ton et donc la finesse de l'oreille, et qui va devoir encore s'exercer et qui va devoir penser différemment, parce que c'est une musique qui remet un peu, enfin c'est un courant de pensée aussi extrêmement philosophique qui remet aussi en question la question du tempérament, qui remet en question la notion justement la notion d'intonation, pour parler plus de la notion de spectre. En fait, tu joues une note très grave sur le piano, et si tu laisses résonner, tu as la fondamentale que tu joues, et puis tu as toutes les autres notes qui vont arriver comme ça par Ton octave, résonance. ta quinte, L'harmonique, voilà, les harmoniques. exactement. Et en fait, voilà, ce courant spectral, ils se sont focalisés. On va écrire à partir du son. Et c'est pas nous qui allons en fait écrire le son, c'est le son qui va nous proposer quelque chose. Wow. Et en fait c'est très profond, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et donc ça, c'est compliqué à le faire apprendre à des experts ou même à des gens. Enfin, c'est certainement moins compliqué à le faire apprendre à des experts qu'à des débutants. Alors, je pense que c'est plus compliqué de le faire apprendre à des experts à qui on a dit que le tempérament c'était la vie, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est ça, C'est-à-dire le truc, que moi j'étais préformatée. Ton demi-ton, c'est trop bas, c'est trop haut. Il y a que le tempérament dans la vie. Et en fait, non. Un des petits challenges de l'application, ça va être justement de demander aux musiciens d'ouvrir leur esprit, de leur âme. déconstruire un petit peu ce qu'ils ont appris, quoi. Alors, non pas de construire, mais de dire Non, de qu'il existe déconstruire. autre chose. De déconstruire un truc, c'est un peu ce qu'ils ont appris, quoi. J'ai pas envie de dire déconstruire parce que c'est compliqué, mais en tout cas de leur dire il existe autre chose. Ok. Ça, Voilà. ça fait vraiment penser à ces profs à la fac qui disent: vous voyez tout ce que vous avez appris au lycée, bah c'est faux. Voilà. Ouvrez-vous. Alors là, en plus, non, parce qu'en plus, quand on est musicien, même quand on pose les doigts sur l'instrument, au bout d'un moment, tac, ça tombe sous les doigts, point barre, quoi. Donc là, ça veut dire que même. Pardon, excuse-nous. Hein. Non, ça je tombe sous les doigts. Non, il n'y a aucun. Parce que moi, je mets la main sur un violon. Non, mais quand je dis quand on est musicien expert. Voilà. Et en fait, donc en fait, du coup, voilà cette application. Donc du coup, il y a une première partie qui va permettre en fait aux musiciens experts de s'habituer, comme si c'était vraiment une nouvelle langue, un nouveau langage, pour en fait pouvoir à la fin de la première partie, ce qu'on appelle déchiffrer une partition d'une œuvre spectrale sans trop galérer. Okay. Alors là, je peux pas vous montrer, peu importe, mais tu vois des noms ou des choses soit populaires, soit un peu spécifiques qui utilisent la musique spectrale, du coup. Alors tu as les compositeurs français qui s'appellent Tristan Muraille. Ouais, je crois que j'en ai. Ouais, ça me dit un truc. Ça te dit quelque chose, ouais. Ouais. Tristan Muraille, tu as Blanchard, tu as Griset aussi, Gérard Griset qui vient de Belfort comme moi, mais il est mort donc je peux pas rencontrer. Un épisode bien morbide. Et des choses un peu plus populaires peut-être. Non, c'est vraiment spécifique. Très spécifique. Ouais. C'est très spécifique. Même dans les années 60-70, on n'a pas eu de. Alors en fait, ils ont créé du coup. Alors le terme de spectral, c'est un parti pris, décidé par Dufour, mais en fait, ils n'étaient pas tous d'accord. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une philosophie de compréhension du son, du spectre. Et ça veut dire que même quand on lit une partition, l'oreille, en fait, elle est formée quand tu joues une cadence parfaite, sol, do, comme ça, paf. Et bien dans ta tête, tu te dis, ben oui, c'est normal, c'est logique, tac, en fait, on a notre oreille qui est formatée. Et aussi, en fait, dans notre nature humaine, on attend ça. C'est ce qui est en psychologie de la gestalt. C'est-à-dire de la question de l'attente et de la résolution. Et en fait, dans ce genre de musique, en fait, tu as une attente qui est très différente. Et en fait, tu as des détentes, tensions qui sont aussi très différentes, mais qui sont quand même amenées de façon différente. Voilà. Donc en fait, dans l'application, en fait, il faut vraiment permettre aux musiciens experts d'ouvrir ses oreilles en fait, à tout ça et de le former un petit peu. Alors ce qui est difficile, c'est à la fois de ne pas trop vulgariser, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'il faut aussi le respecter.
Mais aussi, quand même, il faut que voilà, Il faut réussir à l'ouvrir au grand en 2 public. semaines ou un mois, il ait une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. Et Et moi, du coup, le but de l'appli, ça va être à la fois de comprendre comment ils apprennent et de leur fournir une sorte de tuto du coup pour qu'ils Ouais. apprennent. En fait, ce C'est un sont peu des des deux. cours et des jeux. Ok. Voilà. Et toi, ça va te permettre dans ton projet de test de comprendre et d'améliorer cette application pour qu'elle soit vraiment performante, ou l'application c'est bon, elle est déjà performante et tu cherches plus à Alors comprendre comment là, ça se pour le passe. coup, ce qui serait génial, là, j'ai mon appli qui est sur papier, c'est bon. Ok. C'était vraiment le challenge jusqu'au 8 novembre et c'est bon, voilà, On on y n'est est pas le presque. 8 novembre, c'est trop cool. Et à la fin de la première année, avec mes directeurs de thèse, parce que j'ai de la chance, ils sont vraiment hyper à fond, c'est d'avoir un premier matériel d'application et de tester sur un petit groupe de gens pour voir vraiment si c'est viable ou pas. Ok, donc tu vas fournir ce que tu as mis sur papier à des programmateurs. qui Voilà, pourront c'est faire ça. En fait, voilà, ça fait partie aussi du challenge de la thèse, en fait, de proposer un produit qui soit compétent, global, et donc gérer des équipes, gérer une équipe ou gérer une personne en fonction, voilà, qui va pouvoir me faire mon application. Que ce soit Euh, ergonomique et tout. En plus, voilà, donc, c'est ça aussi. design que Exactement. Ok. Et en fait, ça, Bah c'est ouais. quand même hyper important parce Ah bah que oui, si c'est pas ludique, ça on est c'est bien encore plus d'accord. Moi, par compliqué. exemple, j'apprends le russe avec Babel, l'application Babel, et Ouais. c'est un gros délire, c'est trop génial. Mais en fait, il y a des petites choses cognitives qu'ils utilisent et Ouais. c'est super bien, Essayer de se super bien rapprocher fait, des quoi. applications qui marchent quoi, pour. Alors, ce qui est difficile, c'est que du coup, moi, je suis une éponge, donc du coup, j'essaye il faut faire attention au plagiat aussi, hein, voilà, Ouais. faut respecter, faut faire attention à ça. Mais là, c'est un domaine, la musique spectrale, et c'est un domaine tellement C'est un peu de spécifique niche. que voilà, du coup, je souffle un coup. Et en plus, voilà, et en fait, l'objectif de la fin de cette première partie autour de la musique spectrale, c'est vraiment que voilà, le musicien il prenne son instrument, il puisse déchiffrer sans trop de problèmes. Ça veut dire qu'on va faire un pré-test avant le jeu avec l'application, qu'ils arrivent à tenir, voilà, on va dire à peu près 2 semaines, qu'ils travaillent, qu'ils découvrent, que la motivation reste là. Ensuite, on va avoir un post-test pour voir si, voilà, et comment ils ont augmenté leur capacité. Ça me donne des idées. Attends, juste. Elle note. Parce que Je note un truc. C'est vrai que vous le voyez pas parce que ouais, Voilà, vous et en écoutez, fait, je mais marque elle a 2 idée. cahiers, elle a plein de cahiers, elle note, elle les lit, elle écrit pendant qu'on parle. Ils détestent. Du coup, je note juste un truc. Voilà. Voilà, non mais bref. Et du coup, voilà, donc il y a ce post-test. Et ensuite, on passe à la deuxième partie, puisque le musicien, en fait, il a réussi à intégrer dans sa mémoire à long terme, en fait, ce qu'on appelle des structures de rappel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, mon altiste Ralph, il n'arrivait pas à apprendre quelque chose, parce qu'en fait, dans sa tête, comme il me l'avait dit cash avant, c'est un répertoire que je connais pas du tout. Et ben en fait, c'est pas qu'il n'était pas capable, c'est simplement que dans sa mémoire à long terme, il n'avait pas les ingrédients nécessaires pour retenir. Mm. Donc en fait, ça veut dire avant, en fait, il y a des prérequis un petit Ouais. peu. Et donc c'est vraiment l'enjeu de cette première partie, c'est dire en 2 semaines, en 3 semaines, en un mois ou en je sais pas combien de temps, hop, on vous donne des prérequis. Mais ça ne veut pas dire que vous avez la science infuse, juste voilà, vous pouvez ensuite vous ouvrir à un nouveau répertoire. Et c'est la deuxième partie de l'application qui est de reprendre un petit peu, à la fois voir la méthode ACP pour revoir si maintenant qu'on a un prérequis sur des œuvres contemporaines, on peut travailler cette méthode, ou alors est-ce qu'encore une fois, finalement non, ce sera pas bon. Je pense que ce coup-ci, ce sera bon, mais il faut le prouver. Et puis à côté de ça, essayer de voir un peu et de proposer quelque chose pour combler ce gouffre dont j'ai parlé au début, qui est ce problème que les musiciens experts, et d'ailleurs c'est pas un problème et c'est absolument pas de leur faute, n'ont pas la possibilité en fait d'avoir sous leurs mains des études, des papiers qui leur disent voilà, tel chercheur a découvert, parler du principe de travail de qualité, travail de quantité. Et est-ce qu'il y a une sorte de fatigue du coup d'apprentissage aussi avec ça? Une fatigue d'apprentissage, c'est-à-dire que tu disais qu'il y a des gens soit qui répondaient pas, soit qui se lassaient, soit qui avaient du mal et tout. Dans l'étude pilote de la méthode dans ACP. l'étude pilote, et puis même là, est-ce que tu penses qu'il va y avoir aussi... D'ailleurs, je te coupe par rapport à ACP. Pour ceux qui font des statistiques, c'est pas du tout une analyse en composante principale. Non. ACP, c'est analyser, consolider, perfectionner. Ça, c'est vraiment un truc que toi, tu as défini. Oui, c'est moi qui l'ai défini. C'est vraiment, je suis la créatrice de la méthode. Et en fait, à vrai dire, normalement, j'aurais dû déposer mon mémoire de master qui a eu une bonne note de 17. Et en fait, j'ai toujours pas déposé, j'y arrive pas. Et parce qu'en fait,
parce qu'en fait, j'aimerais aller plus loin avant de déposer mon mémoire de Master Ok. 2, en fait. Je suis... voilà. Et Donc, du coup, par rapport à la fatigue, là, ce que je disais. alors voilà, pour y revenir, en fait, j'avais un échantillon à la fois donc, de musiciens experts de plusieurs niveaux. Donc, tu avais des gens qui passaient des compétitions internationales. Tu avais des gens qui passaient les concours pour rentrer dans des conservatoires supérieurs, notamment le conservatoire le CNSMDP de Paris, donc Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Tu avais également, donc tu avais des étudiants, tu avais des intermittents du spectacle. Tu avais notamment j'ai un violoncelliste qui m'a fait l'étude pilote. Il était entre Paris, je crois qu'il a été à Bilbao, et en fait, il bossait la méthode ACP un peu partout. Donc, en fait, aussi, je pense que ça dépend aussi beaucoup des caractères, mais ça, c'est encore des choses, des variables dans une étude que là, vraiment, je peux vraiment pas maîtriser. Mais au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel que soit le type d'instrument, cette méthode, et juste qu'elle aide le plus de monde possible pour un type de travail spécifique qui est le travail d'un truc qui va pas, ensuite de le consolider et ensuite de le perfectionner. C'est pour ça qu'il te faut beaucoup de monde aussi pour ça. Ouais, exactement, voilà. Tu sais à peu près combien il te faudrait de personnes pour valider ou performer? Alors là, j'étais sur 20 personnes, et sur 20, il y en a 2. Il y en a une qui a été très malade. Il y en a aussi qui ont eu la Covid. Ouais. Donc ça a été très compliqué aussi. C'est pour ça que ça a duré beaucoup plus longtemps. Hein, voilà. Tu faisais de la clarinette, donc du coup... Non, c'était une pauvre harpiste, la pauvre. Et il y en a un qui a eu des drames personnels. Donc, donc t'en as deux, trois qui ont... Voilà, il y a eu ça. Et puis en fait, j'en avais bien plus que 20. J'en avais une trentaine. Et puis en fait, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y en a qui se sont mis une pression de dingos, notamment chez les étudiants. Mais c'est assez triste de dire que c'est une méthode qui est là au contraire pour rendre service, pour aider. Mais en fait, ça force tellement à avoir une certaine souplesse. C'est compliqué. Voilà, et que du coup, il y a des gens, en fait, quand tu es musicien, tu dois bosser, tu as un concert dans tant de temps, et du coup, tu as du mal à penser qu'en fait, tu vas te considérer comme un labo dans ta tête, et tu vas dire, si j'arrive pas en 3 jours à résoudre un problème, il faut que je change de stratégie. Alors que tu leur avais proposé cette... non, du tout. Comme ça non, pas du tout. Je leur avais demandé de prendre 3 petits exemples. Okay. Un passage à analyser, un passage à consolider, un passage à perfectionner. Et pour les 3 exemples, sur 15 jours de travail, en remplissant un petit carnet de bord tous les jours, oui, j'ai travaillé mon passage, machin, est-ce que j'ai des remarques à faire ? Notamment remarques à faire, il y en a une qui m'a écrit, j'ai fait l'exercice et mon fils était en train de pleurer à l'autre bout de la salle. La pauvre. Ah ouais. Mais c'est ça aussi la réalité de la vie des musiciens. Ouais, bien sûr. Et c'est moi ça qui m'intéresse, cette réalité-là. Il n'y avait pas de pression particulière? Non, aucune. En fait, il y a des petites étudiantes qui ont appliqué cette méthode alors qu'elles passaient des concours plus grands. Alors, c'est-à-dire, elles passaient des concours d'entrée au Conservatoire supérieur de Paris de Lyon. Celle qui passe les concours de Paris l'a eu, c'est qui a passé le concours de Lyon, je crois qu'elle ne l'a pas eu, mais c'est pas grave du tout. Quand on fait une étude, il faut faire attention, surtout dans le domaine des sciences humaines, à ce que ça vienne pas impacter négativement la vie du musicien, enfin en tout cas concernant la vie des musiciens. Et c'est ça qui est hyper difficile. Mais tu vas pas leur rajouter une charge en plus. Exactement. Et en fait, c'est aussi un des gros challenges de l'application. Qu'elle soit un jeu, en fait. Ouais, exactement. Qu'ils apprennent avec plaisir. Et puis, surtout, après, il y a un parcours, il y a un processus, c'est du cheminement cognitif. Il faut pouvoir se remettre en question, il faut avoir une flexibilité mentale aussi. Il faut accepter un certain nombre de retours en arrière sur soi, etc., sur ce qu'on fait, se poser des questions. En fait... d'un point de vue pas philosophique, mais d'un point de vue aussi, la philosophie de comptoir de café, mais on adore ça, nous. Si on veut... Toi, t'es philosophe. Moi, j'ai une thèse en comptoir de café. À Bordeaux, du coup. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'un musicien est heureux ? Finalement, un interprète, qu'est-ce qui fait qu'un musicien va devenir un artiste, va devenir un interprète vraiment ? C'est qu'il va saisir par lui-même. Et pour ça, il faut qu'il saisisse par lui-même la technique instrumentale, la technique... toutes les techniques instrumentales qui sont qui sont aussi des choses qui peuvent être parfois monstrueusement précises, et tous les tenants aboutissants de la pratique de tous les types de répertoires qu'on a en musique dite entre guillemets classique. Donc et en fait, ce qui fait à mon sens en tout cas, et là je parle personnellement, un musicien heureux, c'est un musicien qui va se sentir accompli, qui a les rênes en main, quoi, et qui n'attend pas des autres qu'on lui dise quoi faire et comment faire, si ce n'est qu'effectivement, il y a des conventions qui sont établies, des conventions d'interprétation. Voilà. Et c'est le but définitif un peu de tout ce que je veux proposer en tant que, je l'espère un jour, chercheur, c'est de
d'aider les musiciens grâce aux études en sciences cognitives et en neurosciences. Voilà. Plus heureux, épanouis dans leur travail. Ouais, dans leur travail quotidien. Surtout qu'en plus, pour beaucoup de musiciens, et notamment les étudiants, leur travail n'est pas rémunéré. Eh oui. Donc ça veut dire que la notion de récompense, qui est pourtant si nécessaire pour progresser, c'est capote, quoi. Et la récompense, c'est d'aller voir son professeur et qu'il dise putain, t'as géré à fond, quoi. Bien joué, quoi. Donc c'est la deuxième partie de l'application, justement, c'est que le musicien, quel que soit son parcours, mais en tant que musicien expert, il puisse intégrer une œuvre de musique spectrale dans son répertoire, et puis qu'avec la méthode OCP, entre autres, et avec une série de jeux que je vais donner aussi dans cette deuxième partie, que le musicien puisse vraiment saisir ses stratégies de travail au quotidien et juste qu'il organise son travail et que quand il fait sa pause de 10 minutes pour aller fumer son café, boire sa clope, ok. Et qu'il le fasse avec plaisir et que quand il retourne au travail, c'est ce qu'il a à faire. Okay. Et du coup, moi personnellement, j'ai un peu cette image et ce que tu disais, ça la confirme un peu. Quand tu disais qu'il y avait des jeunes musiciens en apprentissage qui étaient un peu en souffrance, justement, qui n'avaient pas forcément de récompense en termes d'argent et qu'il fallait avoir la récompense était que son professeur ou son entraîneur, entre guillemets, le félicite. On a l'impression que c'est un peu de loin, c'est un peu ce genre de milieu, un peu comme... on va dire, je sais pas moi, le mannequinat ou genre les artistes de danse ou la peinture ou les arts, des trucs comme ça, où c'est beaucoup de souffrance et les gens qui souffrent le plus, qui arrivent le plus, au final, c'est vrai qu'on a cette impression qu'ils sont pas forcément tous hyper heureux, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est quand j'ai fait l'année dernière une des interviews pour une de mes 2 études de terrain, il y a une violoncelliste qui pourtant est dans un extraordinaire orchestre à Londres qui m'a dit... En fait, on a tous l'impression qu'on n'a jamais assez bien réussi. Ouais. Toujours. Terrible, ça. Toujours. Et même moi, en tant que violoniste, maintenant, je trouve que pourtant, j'ai acquis un certain niveau, etc. Et je bosse tous les jours en me disant, je veux pas perdre. Et c'est par rapport à d'autres gens qui sont plus forts ou c'est par rapport juste même à une espèce d'ambiance latente de tout le monde qui dit, il faut toujours aller plus Alors, je pense que déjà... c'est un peu comme si on n'a pas une appli, on scanne comme ça notre corps, on dit vous avez tant de capacités à atteindre ou pas. Déjà, il y a ça comme question. À quel point j'ai atteint mes capacités ou pas. Et en fait, me concernant, il y avait toutes les capacités qui étaient techniques, etc. Mais il y avait aussi de ces capacités mentales, en fait. Et c'est pour ça que je me retrouve en thèse, d'ailleurs. C'est aussi pour aller au bout de mes capacités mentales. Bon test. Très bon test. Je dors mieux depuis que j'ai commencé ma thèse. Hein. Je suis sûre que j'ai quand même... j'ai moins bien... voilà. Je vais faire une thèse, alors. Parce que je suis insomniaque. Non, n'en fais pas. Et donc, voilà. Alors après, moi, il y a autre ici... Attends, tu dors mieux parce que tu es accompli ou tu dors mieux parce que tu es extrêmement fatigué? Je pense que mon cerveau a enfin de quoi se nourrir. Ah oui, d'accord. Et c'est un gros soulagement, à vrai dire. Okay. Et aussi parce que je suis fatiguée. Mais si les deux ensemble, ça va. Ouais, exactement. Tu sais pourquoi tu es fatiguée. Voilà, exactement. Et par contre, il y a aussi autre chose, et tu mentionnes comme ça dans le domaine des arts visuels, des arts plastiques, c'est la notion d'objectivité, de subjectivité. C'est-à-dire qu'un sportif... il court son 100 mètres en je sais pas combien de secondes. Oui. Ok. Il sait qu'il a réussi, ou il sait qu'il n'était pas dans les temps, ou il n'était pas dans ses habitudes. Il y a une valeur objective qui s'appelle le chronomètre, et tu auras un bol cassé, on t'en sort un autre, et on te dit non, clairement, t'étais pas dans les temps, Coco. Alors qu'on peut jouer du bac à telle personne qui a 80... Quand tu dis on, tu parles pas de nous. Non, je parle de Bibi moi-même, d'expérience. Voilà, moi j'ai été en Allemagne, et en Allemagne on apprenait à jouer Bach, d'ailleurs on dit pas bac, on dit Bach, d'une certaine façon, et puis en fonction des écoles et en fonction des courants, on va bidule, on va arpéger comme ça et tout, et finalement l'autre fait dire écoute, vraiment je me suis fait chier, c'était de la merde et tout, et puis t'as d'autres qui va te dire écoute, là vraiment j'ai été transcendée parce que j'ai trouvé que t'as réussi à sortir le machin, le bidule et tout, quoi. Okay, voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est ça le souci, et en fait c'est pour ça que c'est hyper important de donner en fait aux musiciens experts, surtout qui sont là où ils ont une pression, c'est-à-dire que quand tu es musicien avec un poste à responsabilité dans un orchestre, tu as pour certaines pièces ce qu'on appelle des primes de risque. Ah oui. Ouais, c'est ça. Le premier violoncelliste.
Le premier violoncelliste, attends, il faut que je prenne un mouchoir. Le premier violoncelliste ou le premier, flûtiste, l'instrument voilà. principal. C'est ça. Et du coup, c'est. Est-ce qu'il y a une espèce de concurrence aussi? Ah bah oui, c'est normal. Et puis je pense que ça peut être. Le mec qui est un peu... Oui. Est-ce qu'il y a vraiment de la concurrence? Non, mais ils sont pas tous amis les. Et en fait, c'est vrai que. J'étais sûr que t'allais parler de film. Faut pas s'en empêcher. Il y a une concurrence, et puis en soi, la concurrence, elle est légitime. Oui, non, et elle est logique, et puis heureusement, parce que c'est une façon de se motiver. Mais voilà, j'ai vu en tout cas dans mon étude pilote certains étudiants qui étaient fracassés même du stress et qui n'arrivaient plus, même qui ne voulaient pas se remettre en question. Et je leur en voulais vraiment pas, et j'avais beaucoup de peine pour eux, mais tout simplement parce que c'était un cheminement trop dur. D'accepter de se remettre en question et de dire je prends le risque dans ma semaine de travail de prendre 3 jours où je vais en fait mettre en place une stratégie différente pour voir si je résous pas le problème différemment. Donc la méthode ACP, elle est là aussi pour dire vous voyez, il y a de ces façons-là, cognitivement parlant, ça fonctionne un petit peu mieux. Vous utilisez des exercices que vous avez l'habitude, mais vous vous comportez de telle ou telle façon, et voilà. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, on parle de correction, d'erreurs, etc. T'entends quoi par ça en fait? Quel genre d'erreur? Ça peut être par exemple tu as fait de la guitare? Ouais, imagine tu dois aller là, tu démanches par exemple. Ouais. Imaginons tu tombes toujours sur la mauvaise note. Oui. C'est exactement ce qui t'arrive. Alors je ne le décrirai pas puisque encore une fois je ne sais pas déposer, mais l'exercice analysé te permettra de trouver une bonne technique. Voilà, exactement. De trouver, en fait, de permettre. C'est une manière de poser la main, les doigts. Non, pas du tout. Non, c'est une façon de réfléchir. D'accord. En fait, c'est proposer. Non, mais c'est justement c'est proposer de comprendre en fait. De comprendre, voilà. T'as le début, t'as la fin. Comment tu fais au milieu? Ouais, c'est ça. Parce que c'est la thèse. Tu préfères rester vague dessus parce que comme tu disais, c'était pas encore déposé. Voilà, c'est ça. Pour revenir un peu sur toi en tant qu'humaine, on va quitter un petit peu la thèse, si on reviendra peut-être après. Donc tu as dit que tu étais musicienne pro. Tu es thésarde. Et tu as 2 enfants. Ça va? Ouais. je suis trop fan de mes enfants. C'est pas ça va, enfin genre c'est pas un peu compliqué à gérer? Tu fais toujours de la musique, Ouais, en fait je suis hyper émue. Non mais en fait moi j'ai toujours voulu des enfants. J'ai toujours été super attirée par accueillir des enfants, les connaître en fait simplement. Voilà. Et je suis servie. Et donc voilà, du coup, je me suis mariée après mes études en Allemagne. Voilà, j'ai eu une petite crise en violon aussi après. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu donner un sens différent aussi à ma pratique en reprenant les études. Et en me posant des questions sur comment on pouvait utiliser le cerveau pour être un peu plus feignant au travail. Voilà, c'était un peu mon objectif. Et du coup, en fait, j'ai aussi eu une deuxième grossesse qui était très, très dure. Pathologie, dépression prépartum, aussi, il faut en parler, hein, c'est important, dépression postpartum. Et j'ai repris mes études à ce moment-là, ça m'a un peu sauvée. Alors, bien entendu, mon mari m'a sauvée aussi parce qu'il a été très attentif et voilà, donc c'était un combat un peu familial de se sortir de cette maladie. Mais reprendre mes études et puis soulager mon cerveau, en fait, parce que vraiment, je m'ennuyais beaucoup, je me posais beaucoup trop de questions, je tournais en rond, etc. Et du coup, maintenant j'ai des enfants qui ont 3 ans et demi et 2 ans. Et au contraire, je trouve que je l'avais déjà remarqué quand je faisais des vacations à l'Opéra de Toulon, mais ma vie a un sens, je trouve, vraiment riche parce que du coup, il y a la base, quoi. La base, c'est mon mari et mes enfants. Et du coup, quand je travaille. Mais par contre, je travaille parce qu'après, il y a les enfants. Ouais, c'est ça, donc, ça rééquilibre, en fait. Et du coup, maintenant, en plus qu'il y a un contrat doctoral, donc il y a un financement. Donc, du coup, j'ai l'impression de vraiment travailler, de faire un vrai métier.
En tout cas, c'est ma conception d'une thèse financée. En tout cas, j'ai Oui, parce que l'impression voilà, de faire un métier. t'as la chance, peut-être, et parce que tu t'es donné aussi l'opportunité d'avoir une thèse financée. J'ai bossé comme une grosse dingos. Je dis la En chance, terminant mon master 2, je terminais et effectivement, non seulement j'ai eu la chance, mais surtout j'ai eu la chance d'être très très soutenue par mes directeurs de thèse qui à l'époque ne l'étaient pas et qui m'ont fait vraiment bosser. Et je me souviens de ces 3 semaines. Et j'ai fait, quand j'ai commencé à écrire le projet de thèse, je suis sortie à 5h du mat, je suis allée me balader et je me suis dit, je vais me creuser le cerveau. Je ne vais pas laisser passer ma chance. Et je me souviens que quand je fais des efforts dans mon cerveau, je sens que ça bouge, ça grandit, quoi. Et après, paf, voilà. J'arrive à écrire ce qu'il faut. Okay. Et ça me fait un bon mal de tête, mais voilà, ça fonctionne bien. Et du coup, en fait, cette thèse, elle vient là aussi un peu terminer un processus aussi de recherche humaine, un peu personnelle, intellectuelle. Elle vient clore un peu des années de recherche aussi de soi, en tant que musicienne aussi. Et aussi de me dire, voilà, maintenant, je dépose mon fils d'abord chez sa nounou, mon deuxième. Et puis, du coup, après, je dépose mon grand à l'école. Et après, j'entre à la maison et je travaille. Okay. Et je travaille de 9h à 17h30. Alors, je fais des pauses, je fais mon violon. Oui, du coup, tu pratiques encore ? Ouais, grave. Et t'essayes ta méthode sur toi aussi ? Oui, je l'ai essayé sur moi. Ouais, j'étais pas un très bon sujet, à vrai dire. Ouais. Non, mais c'est important. En fait, on en est souvent le pire sujet de des expériences. Les cordonniers sont le plus mal. C'est l'enfer. Le plus mal chaussé. Mais en fait, c'est pas ça, mais c'est que simplement, quand on apprend à faire de la recherche, parce que je me considère comme apprenti chercheur, en fait, on apprend. Mais il faut juste mettre de côté en fait, qu'on est musicien aussi. Il y a des questions d'interférence quand même. Et la recherche, elle se base sur des travaux appliqués universitaires et pas sur sa pratique instrumentale propre. Là, il se trouve que pour ma thèse, du coup, moi-même, par curiosité, en fait, j'ai voulu travailler une pièce de musique spectrale qui s'appelle Les ruines circulaires de Tristan Muraille. Et c'est une pièce pour clarinette, ansi et violon. Et là, du coup, je comprends aussi des choses. Donc, naturellement, ça vient infléchir un peu ma réflexion. Mais ça, si je le fais pas, de toute façon, en fait, je vais avoir en fait toute une phase d'interview de professionnels pratiquant ce répertoire dans les mois qui viennent. Des rendez-vous sont déjà pris. Voilà. Donc, en fait, je trouve que pour répondre à ta question, en fait, dans les enfants, je trouve que ça me régule. Et du coup, avant, j'ai toujours été à moitié à la maison, à moitié à travailler parce que j'avais ma micro-entreprise. Je faisais les cours Mathilde Calac. C'était mes cours de violon à Toulon. Et reprendre les études aussi est partie de ce postulat de me dire en fait que d'un point de vue de l'apprentissage et d'un point de vue cognitif, d'un point de vue auditif, il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de comprendre en reprenant mes études. Donc voilà, je trouve qu'au contraire ça m'aide. Ouais, ça se rééquilibre, quoi. Ouais, grave. Ouais, complètement. Parce que ça peut faire peur de reprendre la recherche, même de commencer la recherche alors qu'on n'y est pas forcément directement après. Ouais. Et ça fait peur aussi d'avoir des enfants, mais du coup toi tu as l'air de dire que ça t'équilibré, donc c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai que j'ai j'ai des connaissances qui ont terminé leur thèse de médecine avec 4 enfants, notamment une qui m'a écrit hier soir en me disant génial. Mais en thèse de médecine, bien sûr, c'est toujours faisable. Après, encore une fois, on est une team avec mon mari, donc parfois on fait des team building, on s'y allait, on va y arriver. On a mis beaucoup d'économies dans la reprise de nos études parce que mon mari aussi. Il fait une thèse aussi ? Non, alors il a changé de métier. Et donc pour ça, il a fallu qu'il repasse son master. Okay. Il a fait un master 1, master 2, etc. Donc du coup, il me comprend d'autant mieux. Donc aussi, là par exemple, je suis là aujourd'hui à Paris. Ça veut dire qu'il est tout seul avec les enfants. Voilà. Donc voilà, il y a Parce que tu es entre Paris et Dijon, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Toi, tu habites à Dijon, voilà. Et toi, tu viens à Paris. Voilà, pour les séminaires doctoraux, les cours, pour aller à la bibliothèque de l'IRCAM. Dont je n'ai plus l'appellation de chaque mot en tête. Alors, les gens, s'ils veulent savoir ce que c'est l'IRCAM, ils regardent IRCAM. Tout va bien. C'est à côté du centre Pompidou. Voilà, donc tout ça m'équilibre, mais c'est vrai que... Et du coup, la question qu'on pose d'habitude aux thésards, c'est on leur demande... t'as 2 types, on va dire 2 profils de thésards. Ceux où il faut qu'ils se détachent de leur thèse avec des activités extra, tout ça. Et toi, tu as besoin du coup d'être plus dedans pour te...
pour te sentir bien, ou est-ce que tu as besoin des fois des moments où tu te dis bon stop là, faut que je mette et tu fais autre chose à côté? Il y en a qui disent je vis ma thèse, je danse la thèse. Ouais, c'est ça. C'est ça, clairement. c'est... Non, et t'en as vraiment, ils adorent être que dans ça, et bon, ils sortent de la thèse pour faire des trucs et tout, mais par exemple, on connaît des gens qui sont dans leur thèse, comme toi tu disais tout à l'heure, de 8h à 17h30 ouais. à peu près. Et après tu fais autre chose, ou Ouais. est-ce que vraiment... Enfin, je trouve que c'est un processus, c'est tellement un processus global. Mhm. C'est ce que m'avait dit mon deuxième directeur de thèse, mais qui était mon directeur de recherche en master, qu'il faut faire corps avec quand même, quoi. Ouais. Donc moi, j'avoue, je sais pas trop répondre à ta question. Je suis Après désolée. non, c'est vraiment un titre, c'est pas C'est genre, très personnel, je te hein, y a demande pas pas de de réponse. donner Ouais. un exemple pour tout le monde, Ouais. c'est toi personnellement, genre est-ce que par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, tu manges thèse, tu dors thèse, Je sais. Tu barres thèse? Je barre thèse. Putain, il me l'avait envoyé par message, quelle enflure. Salut. Tu barres thèse. C'est notre prochaine émission, hein, je vous préviens. hein. Il veut faire des lives dans des bars et il me dit j'ai une super bonne idée de jeu de mots, je vais l'appeler le bar thèse. J'ai pas trop répondu, il me fait ça te plaît pas? Je fais, si. C'est énorme. Allez, on n'en parle plus. Non, mais je pense que des fois on peut pas forcer son cerveau. Mhm. Donc par exemple, il y a des moments où je sais que clairement ça grille à l'intérieur. Ouais. Donc je vais écouter un peu de musique ou je fais du violon. Quand je sens que je suis vraiment bloquée, peut-être parfois voilà, je fais du violon, je vais marcher, je vais faire du repassage ou je me fais un bon petit plat ou voilà, j'essaie des recettes pour me changer les idées et de me dire bah là mon cerveau n'en peut plus quoi. Ok. Donc, tu fais attention quand même à pas. Oui, à pas trop tu te griller. ménages un peu. Ouais. Attends, Ouais. là t'as dit que ta thèse tu l'avais commencé il y a 1 mois et demi? Ouais. Ouais, il y a encore du chemin, tout va bien. Oui, il y a encore du chemin. En fait, c'est vrai que On est sur combien de 3 ans ou 5 ans? j'ai une thèse de 3 ans, ouais, financée 3 sur ans financée, 3 ans. mais ça Ouais. tire un peu après sur Ah le- non, ça c'est tire vraiment pas. 3 ans. Non, c'est 3 ans. On va Non, je pense s'arrêter. que Non, je c'est- parle pas du financement, je parle du projet de thèse. Parce Alors que t'en as, ils sont après, financés sur 3 ans, mais ils finissent au bout de 4-5 ans. Non, c'est une thèse financée sur 3 ans et qui se termine en 3 Dans ans. 3 ans, Ok. Carré. C'est carré. Carré, ouais, parce qu'après, ça reste un... Ça aide aussi d'avoir une date butoir. Ouais, complètement, ouais. Bah oui, et puis moi, j'ai dépassé la trentaine, hein. Donc... Non, il y en a qui commencent des thèses bien plus tard. Oui, je sais, mais bon, voilà, donc du coup, Non, oui, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire une voilà, thèse. voilà. soi-disant, Mais bien c'est sûr. très bien, voilà. Moi, j'aime les challenges. J'ai aussi commencé, j'ai attendu tout l'été, je me suis ennuyée comme un rat mort. Donc, j'ai Ah oui, pour commencé commencer la thèse. Voilà. Ah Mm. ouais, non mais grave quoi. Donc du T'attendais coup, que ça. j'attendais que ça. Et ça, du coup, j'ai commencé à apprendre le russe grâce à l'application Babel. Voilà. Alors, je m'ennuie, je vais apprendre le russe. Et puis Non mais le tu sais mandarin que je aussi en même continue temps, toujours. Et pourquoi ben ça, c'est une très bonne pause cognitive. Ouais, bah. Le midi. Ah, bah voilà, du coup, tu vois, t'apprends le russe pour j'arrive déconnecter pas. un peu. Ouais, pour déconner et déconnecter. Ouais, ça me fait bien marrer. C'est un pays qui m'intéresse, enfin qui m'a toujours. Même par rapport à la musique, du coup, aussi. Ah bah Tchaïkovski, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Rachmaninoff. Je vais le Ouais, voir ouais. d'ailleurs. L'école de Tchaïkovski, ouais. le lac des Cygnes. Pas lui. J'attendais le blanc, même. Mais tu sais pas qui c'est que là. Mais il est mort Ah, non. depuis Vous me l'avez 2017, dit. je crois. Ah, cette année Covid. Putain, salut France Inter. J'allais faire une vanne, je me suis arrêté. Non, faut y aller doucement. Voilà. Donc. Je me posais une question par Ouais. rapport à la musique. Ouais. Comment est-ce que tu déconnectes un peu de la musique spectrale et tout ça, et même du classique? Est-ce que Alors, tu arrives à aller dans la musique pop? Parce que je c'est- sais que les musiciens experts, ils ont grave de mal à aller dans la pop. Alors moi, j'ai fait beaucoup de jazz quand j'étais petite. Alors c'est Ouais. pas de la pop. C'est pas de la pop, le Attention. jazz, pour le coup. Ouais. Ah oui, c'est du Attention. jazz, du coup. C'est pas de la pop, mais c'est une musique qui est un petit peu avec cette notion d'improvisation. Je Ok. faisais du jazz avec mon papa. Ouais. Et donc ça m'a un petit peu donné une certaine flexibilité. C'est un mot qui est important en psychologie cognitive, la flexibilité cognitive, mais d'ouverture un petit peu. Après, moi, j'ai peu écouté de la pop. Ouais. Mais pas de la pop de maintenant. Vraiment, je n'y arrive pas du tout. Ah ouais. La musique des années 60, allez, même avant, du gros rock, des choses comme ça, voilà, pour me faire du bien au cerveau, pour me détendre, justement, quand j'ai besoin d'aller marcher, quand... Il y a même des moments où voilà, je me mets dans le noir dans la chambre et j'écoute la musique et je me dis, allez, ça va sortir, allez, t'inquiète pas Mathilde, tu vas réussir. Voilà, c'est une façon moi de m'encourager. Et après, par contre, c'est vrai qu'en violon, j'ai vraiment... je me souviens que quand j'ai commencé, j'ai lu d'abord sur le courant spectral. Et après, j'ai pris une partition à l'IRCAM, j'ai écouté. Et là, je fais, ah ouais, oh yeah, quoi. Révélation. Quoi. Révélation. Et c'est vrai, et du coup, je dis, ah ouais, il y avait un mec en face de moi, il était mort de rire. Elle est pas bien, ça?
En même temps, bon, voilà. Ah ouais, là, que j'ai compris, quoi. Et, enfin, non, j'ai pas compris, mais en tout cas, j'ai été touchée d'une certaine façon. Et donc, du coup, maintenant, je travaille cette pièce de Tristan Muraille. Je suis assez, du coup, pour ce qu'on appelle la musique contemporaine. Enfin, ouais, voilà. Après, c'est compliqué. Hein, Ouais. La musique scientifique un peu aussi. Je sais plus Pardon comment ça s'appelle, la musique scientifique. Là, je sais plus comment la ça musique, s'appelle. électroacoustique. Non, tu sais, celle qui est. C'est celle où ils écrivent en fonction, je sais plus comment. C'est... Ah, avec l'intelligence artificielle. Ouais, les trucs Ils un peu font, comme ils font ça. ça, ouais. Ils font ça aussi ben ici, là où on est notamment. Non, la musique Mais, savante. Voilà, c'est la ça que je musique cherchais. savante. Je sais plus. C'est un truc, c'est un truc barbare. C'est un truc barbare. J'avais dû. La musique expérimentale. du C'est coup. en fait c'est un peu comme de l'expérimental, mais c'est un truc où ils écrivent la musique sans l'écouter, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et, Alors, je ne connais pas, mais si tu as un c'est nom un peu- de alors compositeur. j'essaie de te le retrouver, je te l'enverrai. Ouais, J'avais dû tu me travailler l'enverras. pour mon bac de musique. J'avais le choix entre Ah Pink Floyd, Bach et je sais plus comment il s'appelle. Et j'avais D'accord. détesté. Mais T'es il faudrait de que je quelle l'écoute. année 2012. T'as passé ton bac en 2012 Ouais. Oh là là, t'es tout jeune. Petit bébé. Écoute, ben non, mais je regarderai, mais non, mais en tout cas, moi, j'ai fait en tant que, pour le coup, que violoniste, en travaillant maintenant ce cours en musique spectrale, j'ai repris de la musique russe justement de Shostakovich et j'ai eu un déclic quand j'étais jeune. Pour moi, c'était quelque chose de super compliqué, complexe à comprendre, et en fait, la complexité a changé. Voilà, elle a Ouais. pas augmenté, elle est différente. Donc, mais j'aime tous les styles, aussi le style baroque. Toute cette époque, pour jouer comme à l'époque. Mais là aussi, pareil, ça veut dire ben, tu tenais ton violon de telle façon, ou de telle façon, tu tenais ton archet, c'était pas les mêmes. Et comment on sait pour. Voilà. Et puis jouer historiquement informé, donc ça veut dire que ton violon, tu tenais comme ça, parce que sinon, en fait, ça glissait sur ton vêtement quand tu étais quelqu'un d'assez aisé, tu avais un vêtement soyeux, etc. Puis l'instrument il a évolué aussi depuis le. Ouais, l'époque exactement. baroque, En fait, voilà. Avec les moyens qu'on a actuellement, avec nos instruments. Qu'on a actuellement, on peut jouer de toutes les époques, mais ça va pas donner la même chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment des questions d'interprétation qui sont assez géniales. Et encore une fois, il y a toujours un fossé entre ce que va sortir celui qui fait de la recherche en musique de la performance historiquement informée et le musicien qui a un violon moderne et qui peut pas mettre de cordes en boyau parce qu'il n'a pas d'autre violon, et puis finalement il va te jouer du bar avec tel archer ou tel machin, alors que c'était pas comme ça à l'époque. Alors comment on le pense, quel courant de pensée, quel machin, compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté de peut-être des experts qui donc déjà n'ont pas accès et se donnent peut-être pas aussi les moyens d'accéder à justement des travaux scientifiques où il faut vraiment qu'il y ait des médiateurs. Je pense que c'est vraiment une question de médiateur. Ouais. Ouais, ça manque de médiateurs. En fait, encore une fois, je pense que c'est vraiment pas une question de manque de curiosité. En fait, vraiment. Okay. Mais par exemple, à Londres, il y a un centre pour les sciences de la performance qui organise d'ailleurs la semaine prochaine, entre autres, un symposium sur les sciences performance science. Qui a lieu en vidéoconférence notamment, mais sinon à l'université McGill. Donc on a des pôles qui sont assez dynamiques dans cette recherche, et du coup ça rejaillit sur des établissements, des conservatoires supérieurs, donc au Royal College of Music, qui ont fait un partenariat avec l'Imperial College, notamment parce qu'une partie de ma thèse, je vais utiliser le neurofeedback, mais bon, ça c'est encore toute petite chose à côté. Comme ça. Et après, il y a le Canada, ils sont assez au courant de ces choses-là. Après, il y a la Norvège aussi, où il y a des chercheurs qui sont très actifs. Il y a Hanovre. Il y a l'Australie, ils sont très très actifs, surtout celle que je suis sur l'anxiété de performance. Et en fait, entre tout ça, les musiciens, ils sont experts de leur instrument et de leur répertoire. Ils apprennent à le devenir. Et donc, du coup, il y a déjà des cours qui sont là, où ils apprennent le B.A.B.A., entre guillemets, bien entendu, le B.A.B.A. savant de tout ça. Et puis, à côté de ça, il faut vivre un peu. Puis, à côté de ça, il faut gagner sa croûte, etc. Donc, où est-ce qu'on peut placer un petit livre sur la question. Ouais. Et c'est pour dire, dans les personnes qui ont participé à l'étude pilote de la méthode ACP, il y a 2 personnes qui m'ont demandé de la bibliographie après, et ça m'a fait très plaisir. Okay, et il y a des gens qui se sont montrés vraiment super engagés. En fait, généralement, ils étaient tous très engagés. Ça m'a fait très plaisir. Et dont 2, en fait, une qui voulait postuler pour un poste et une autre qui préparait un mémoire.
et voilà, qui m'ont demandé des références bibliographiques et je les donne avec. En fait, c'est ça mon rôle. En fait, moi, c'est ce que je veux. Je veux dire, je vais être le. Tu veux être médiateur, quoi. Ouais, en fait, le médiateur du milieu, mais qui puisse avoir les deux palettes. Et c'est ça qui est exigeant aussi, c'est-à-dire d'avoir toute cette rigueur de la recherche et cette ouverture aussi dans le milieu de la musique professionnelle. Voilà, faire le pont, mais participer. Ouais, quoi. mais Voilà. nous, par exemple, en oenologie, même certainement dans d'autres sciences, mais là, moi, j'ai que l'oenologie en exemple. Mais par exemple, t'as les scientifiques qui bossent dans un institut de recherche, tout ça. T'as les experts, ça va être les vignerons. Et il y a vraiment, aujourd'hui, et surtout en France, dans les grandes régions viticoles, tu vas avoir des entreprises, carrément, des grosses structures qui vont être là pour faire le pont entre, justement, qu'est-ce qui sort de la recherche, qu'est-ce qui peut être utilisé par les experts. Oui. Et vous, c'est peut-être ça qui vous manque, du coup, Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. En fait, de toute façon, quand on fait... moi, au début, j'avais plein d'idées de recherche et mon directeur de Master 2 m'avait dit « Mais non, Mathilde, faut pas que ça vienne les emmerder. Quoi. Tu peux pas dire à tel type, tu vas mettre un gant, machin, pour comprendre la pression que tu mets dans ton petit doigt, c'est avec le biofeedback, machin bidule. Ouais. Non, en fait, c'est pas possible. Là. C'est pas viable. Une appli, ça reste le truc le plus accessible. Et le plus... Pour l'apprentissage, ouais. Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, il y en a un, il m'a laissé les réponses du questionnaire par WhatsApp dans son avion pour aller à son concert, machin. Ah non, mais je trouve ça génial. C'est ça la vie, en fait. En fait, c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en fait, ce que je veux, c'est que les musiciens vivent. Et juste, c'est ça la vie, quoi. Enfin, ça me semble, essentiel. Est-ce que, avant de passer, est-ce que vous voulez qu'on passe à l'interview de Roro? Est-ce que tu as des petites choses à rajouter avant qu'on passe non. Okay. Parfait. Tu te sens prêt? Ouais. T'es jingle? Est-ce que je peux lancer le jingle? Tu peux lancer le jingle. Jingle. C'est l'interro de Robin. Voilà. On t'écoute pour le petit résumé. Ouais, écoute, petit résumé, ça va être... Mathilde, pardon. Je me suis moqué de toi. T'es un enfer sur Terre. Écoute, alors pour le coup, ça me paraît pas très long à résumer, mais bon, on va faire forcément un résumé de résumé. Tout à fait. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est que du coup, le but de ta thèse, c'est déjà d'ouvrir dans un premier temps à la musique spectrale aussi. Ouais. Il y a un but un peu de découverte pour les musiciens experts et tout ça à travers du coup le numérique et du coup la méthode ACP que tu as mis au point. Voilà. Et c'est apprendre, comprendre et analyser, consolider, perfectionner. Ça, c'est la méthode ACP. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc moi, ce que j'ai compris à peu près de ta thèse. C'est exactement ça. C'est vraiment permettre un cheminement de découverte au milieu, on ait quand même un certain nombre de prérequis pour pouvoir travailler ces œuvres dans la vie quotidienne du musicien. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que ça accompagne en fait, du début jusqu'à la performance finale, entre guillemets, où il y a un concert de fin de... Voilà, et puis on accompagne le musicien du début jusqu'à la fin, en tout cas, et lui donner les clés en main aussi pour que lui-même, avec sa curiosité qui lui est propre et qui fait aussi son identité musicien, et puisse après aller fouiller, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des petites adresses à nous conseiller pour les gens qui voudraient découvrir la musique spectrale? Justement, j'allais passer aux recommandations. Recommandations. Oui. Bon, je voulais pas forcément le prendre dans les recos, mais... Allez. Fais un peu les deux. Allez, mets-les dans les deux. Alors, les recommandations. Déjà, tu as parlé de Tristan Muraille. Tristan Muraille. Voilà, Gérard Griset, Michael Levinas. Alors après, tous dans ce courant ont une façon de comprendre la notion de spectre, enfin une façon de comprendre et de l'appliquer, et puis d'ouvrir. Voilà, mais ça, c'est des noms. Les noms, en tout cas, en fait, moi, avec mon premier directeur de thèse qui est spécialisé en musique contemporaine, du coup, on a recentré sur le corpus. Donc, je travaille sur les œuvres de ces musiciens-là, parce que ce sera une application à la base pour les instrumentistes à cordes. Parce qu'effectivement, comme Robin, cordes frottées, donc tu vois, là, c'est là où on peut vraiment plus modifier les questions de quart de ton, etc. Donc voilà, du coup, c'est toujours la thèse, il y a beaucoup de deuil. Voilà. On ne peut pas faire pour tout le monde, pour tous les types de musique, pour tous les types d'œuvres qui sortent en musique contemporaine. Et donc, du coup, ça exige que, par exemple, je mette de côté tout ce qui est la musique électroacoustique, etc. C'est comme ça. On ne peut pas tout faire. Donc, après, pour les musiciens experts qui ont envie de trouver des partitions, ils peuvent aller à la médiathèque de l'IRCAM, qui est très, très heureuse parce qu'elle ouvre ses portes tous les mardis à vendredi,
14h, 17h30, je fais la pub. Mais n'empêche qu'ils sont là, ils ont un fond extraordinaire, ils sont hyper présents, ils sont très enthousiastes et c'est très très important. Sur Paris, du coup C'est à côté de Georges Pompidou. Après, ils ont un site internet avec notamment le truc qui s'appelle Brahms, en fait, où on a vraiment pas mal de possibilités d'avoir des analyses d'œuvres, des bibliographies, etc., des compositeurs, voilà, de la musique spectrale. Et puis après, alors moi, j'utilise, comme je ne suis pas non plus très très riche avec une famille à charge, du coup, je prends pas les CD. J'écoute sur des trucs genre Deezer ou Spotify. Je ne dirais pas, je ferai pas de publicité pour ce genre de choses parce que Écoute, les voilà. deux nous diffusent, donc c'est bon. Voilà, c'est ça. mais en tous les cas, voilà, il y a des choses vraiment très très belles, très surprenantes à écouter, mais il faut avoir le cœur ouvert, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Puis au casque, je suppose, et pas. Alors au casque, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est évident, et je pense que faire l'expérience d'un concert, waouh, Oui. ça doit être absolument extraordinaire. Alors là, vous avez l'ensemble l'itinéraire, qui est un ensemble justement qui a été créé par Tristan Muraille, Griset, Dufour, j'en passe. Je suis désolée, je n'ai pas tout en tête. Je suis vraiment désolée, mais en tout cas, voilà, c'est un mouvement qui est né en fait avec eux. Par eux, on va dire, et ils sont encore, voilà, ils jouent encore, il y a l'ensemble intercontemporain, il y a plein de... Il y en a beaucoup des ensembles de musique voilà, pour découvrir tout ça. Ok. Tu veux me faire une petite recommandation, toi? Bah écoute, moi j'ai deux petites recommandations. Putain, qu'à faire, c'est de la musique en plus aujourd'hui, donc je peux recommander des trucs que je kiffe. Et Pink Floyd. Bah toujours, je recommanderai toujours les Pink Floyd. Non, la première recommandation que je vais vous faire, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Sound of Noise, avec mon meilleur accent anglais et mon débouché, c'est incroyable. Sound of Noise, c'est par un groupe de musique qui s'appelle Six Drummers, et qui sont en fait, le film, ça parle d'un groupe, d'un collectif qui décide de faire des attentats musicaux dans une ville. Ah ouais. Ça se passe en Suède, je crois, Ouais. et c'est incroyable. Et c'est D'accord. vraiment l'idée ils débarquent dans une pièce et ils font de la musique avec tous les objets qu'il y a dans la pièce et ils se barrent. Ah ouais, d'accord. Donc c'est trop bien. C'est des allumés un peu. oui, on peut dire. Des anarchistes du Ben son. voilà. C'est un peu ça, en fait. Ouais, Ça, c'est vraiment ouais. un côté très anarchique du son et j'ai beaucoup Ouais. aimé. Il y a... La première pièce se passe dans un hôpital et c'est complètement fou. C'est vraiment genre, ça m'a fait beaucoup penser à tout ce qui était Stomp ou ces batteurs là, tu sais, qui jouent avec tout et n'importe quoi et qui font des mélodies avec des trucs. Genre, je vois qu'il y a par exemple dans la pièce un extincteur et il découpe l'extincteur en disant si tu tapes là, ça te fait un fa, là c'est un sol, Ouais, là c'est un d'accord. machin, et il déconstruit tout ça, c'est vachement bien. Et puis, sinon, écoutez, genre, moi j'adore la musique, donc j'écoute 1 milliard d'albums par jour. Donc là, ces derniers temps, il y a la réédition de Faces de Mac Miller qui est sortie. Donc, bien évidemment, je recommande Mac Miller. Hein, on se demande pourquoi. Mais je vous le recommande fortement parce que c'est un super album où en plus le gars avait dit, quand il a sorti l'album, essayez pas de le comprendre, j'étais pas là quand je l'ai écrit. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, c'est méga, ça traite vraiment beaucoup de thématiques, de beaucoup de choses. C'est très la dépression, c'est très le questionnement, c'est beaucoup de choses comme ça, moi, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup parlé. Et là, de le réécouter cette année, ça m'a fait bizarre mais plaisir en même temps. Bien, mais pas bien. Bien mais pas bien, voilà. Et Tu sinon, voulais recommander aussi l'album de Squeezie et de McFly et Carlito, c'est ça? et encore, celui de Squeezie n'est pas si dégueulasse que ça. Je sais pas. Voilà. Non, mais écoutez, un truc un peu incongru et que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas, il y a les Luminanas, j'ai peur de mal prononcer le nom, qui ont fait un album avec Laurent Garnier. Alors, c'est un groupe de rock et Laurent Garnier est un pionnier de l'électro, qui ont fait du coup un gros album rock mélangé et c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des sons très très cool. Donc voilà, je vous le recommande, c'est vachement bien. Ok. Foncez. Et moi, je vais recommander du coup le spectacle d'Alexandre Astier, forcément sur la musique classique, qui s'appelle Que ma joie demeure. Bah, Tu oui. l'as vu? Ah ouais. J'ai eu la chance de le voir en live. Génial. Ah bâtard. Et c'est vachement bien parce qu'on parlait de médiation de la musique. Alors, il existe plein de chaînes sur YouTube que je ne connais pas du tout, mais Florent Garcia. peut-être. Voilà. Et en tout cas, moi, comme je suis un grand fan d'Alexandre Astier, donc du coup, je suis allé le voir. Et alors, je sais pas si. Je pense que musicalement, ça tient la En route. tout cas, c'est vrai que c'est quand même. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Il a écrit la musique de Kaamelott. Je sais
Ouais. Voilà. Mais effectivement. Si j'ai pas de conneries, il était à l'orchestre de Lyon pendant Oui, un temps ça, aussi. c'est- Oui, il a au écrit conservatoire de justement. Lyon. Il a Ouais. écrit, c'est l'orchestre de Lyon, je l'orchestre, crois. ouais. Ouais, Il voilà, a- c'est ça. il a dirigé. Ouais, je pense qu'il y a des. Et non, mais ce qui est bien avec comme ça. Que Major Demeure, c'est que bah, voilà, moi j'y connais rien du tout en musique. Mm, mm. Je fais 6 mois de guitare. et enfin, c'est drôle et tu comprends des choses sur le moment et tout, donc c'est super. Ouais, Donc voilà, je ouais. recommande aussi. Alors, à rajouter un peu dans la question de la médiation, la médiation, mais là, plus, il y a des petits ouvrages, peut-être. Mhm. Il y a des ouvrages sur la psychologie et la musique, mais il y en a surtout un qui s'appelle Musical Excellence, qui a été édité par Aaron Williamson. Celui qui a géré le truc, c'est Aaron Williamson qui s'occupe des sciences de la performance à Londres, notamment, qui est le livre, entre guillemets, le livre de chevet un peu. Voilà, Musical Excellence. Après, il y en a plein d'autres, mais ça dépend vraiment de ce que le musicien cherche. Mais en tout cas, là-dedans, après, il y a des sources bibliographiques. Voilà. Que tu utilises forcément. Oui, tout à fait. Oui. En Ok. tout cas, ça fait un bon truc de base, quoi. Bah, Voilà. super. Bon, bah là, de toute façon, on a recommandé pas mal de trucs. Ouais. Ouais, et Si on vous fait de la êtes reco, chaud, là. Hein. Vous êtes si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez pas mal de trucs, pas mal de devoirs. Ouais, il y a beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'éventuellement il y a un endroit où on peut retrouver tes travaux, où est-ce qu'on peut te suivre Alors, je suis sur Sur Instagram, Ouais. j'ai vu que tu étais assez active en plus. Oui, je suis assez inscrite sur Instagram parce C'est que maman_va_vite. Maman va vite, c'est moi. Parce que j'aime bien aller vite, effectivement. Et Ah puis, bon, des fois, ça, c'est on pas est- entendu. Sans blague. On est sur un débit de parole. C'est Elle met Eminem au tapis, c'est dire c'est dire. Tiens, on va faire le test là. Combien tu dis de mots à la seconde. Du coup, ouais, je suis sur Instagram parce que je veux montrer qu'en fait, j'ai pas envie de montrer d'ailleurs, je le vis et puis je suis contente de le vivre, tout simplement que on peut faire reprendre ses études, même dans des conditions difficiles, comme je les ai expliquées avec ma pathologie de grossesse et dépression prépartum, postpartum, mais on peut prendre ses études. Il y a des conditions, il faut un mari qui croit aussi en sa femme et qui a envie de dépenser plein de sous pour... voilà, mais on peut reprendre ses études en étant maman, en ayant des enfants, et c'est possible, et c'est ça aussi la force, c'est ma façon moi d'être féministe en fait, c'est la Ok. force pour moi de la femme d'aujourd'hui, en essayant de passer un peu à côté de tout gérer tout partout. On a des moments de fatigue, il y a des moments où je gueule un coup, il y a des moments où je pleure un coup, mais en tout cas, voilà, je suis Maman va vite sur Instagram. Eh bien, allez la suivre pour lui donner de la force et Ouais, du merci. courage. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci hein, à de nous vous, avoir ouais. accueillis. Merci à la Sorbonne de nous avoir accueillis Et au aussi. Collegium Merci. Musicae aussi. Collegium Musicae. Ouais, Collegium. Voilà. Ben, ça fait plaisir de se retrouver derrière les petits micros. C'était cool aussi de changer de lieu, de changer de. C'est ça. Pour commencer une nouvelle saison. Voilà. Ah non, on Le recommence sujet. pas la nouvelle saison encore. Mais, Non, pas encore. Ah, je suis pour déçue ça. là. Non, je suis désolé, je laisse ça, comme j'ai dit, à mon ancienne stagiaire d'ouvrir la saison 2. La saison, ouais, je pense qu'on changera de saison plutôt à la rentrée Oui, 2022, voilà. vu qu'on a Ouais. commencé en février 2021. Ah ouais, d'accord. Et Ah ouais. ouais. Ouais, plutôt pour condamner parce que bon, bah. Ah, vous êtes sur Stade c'est que depuis. Ouais, ça fait même pas un an encore. Ah, hein, c'est mais cool c'est- ça, ouais. génial. On a Ouais, peut-être merci. commencé les premiers enregistrements il y a un an, mais. Les premiers enregistrements, c'était avant janvier. Ouais, c'était avant janvier, c'était Parce que je me novembre ou rappelle, décembre. Du 4e enregistrement, on était en lendemain de jour de l'an En avec lendemain Laura. de soirée. Fatigant. Mais c'était très cool. C'était cool. Bon, allez, on vous fait la bise. Des bisous. Des bisous. À bientôt. Ah, ciao, à bientôt. Salut Ciao. Mathilde. Au